je ne suis pas sûr que la loi doive répondre à toutes les questions qui sont posées, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on a une trop grande responsabilité. Mais c'est vrai que nous sommes dans un moment où il faut absolument qu'on modifie la donne. Je partirai du constat de ce que j'ai ressenti à Lima, où j'ai la chance d'être dans la délégation française aux côtés de Laurent Fabius et Ségolène Royal. Et j'ai mesuré notamment la colère des pays africains sur cette question qu'ils subissent de plein fouet déjà, sur la question de la sécheresse, la question de la montée des eaux, la question de famine annoncée, de maladies qui se propagent. Un continent qui nous dit, bon, c'est bien de nous donner des leçons, vous avez pollué pendant des siècles, enfin j'exagère un peu, donnez-nous les moyens, aidez-nous à assumer ce passage d'un mode de consommation, de production vers un autre. Et c'est vrai que pour ce qui est de la COP21, qui se tiendra le décembre de cette année à Paris, si on n'apporte pas des réponses à cette gestion de la transition, notamment dans ce continent, je crains que nous restions dans un dialogue de sourds assez long. Et je dis ça parce que j'ai senti de la colère, j'ai senti plus que de l'agacement, en effet. Et cette question du changement climatique, qui n'est pas un poème, hein, qui n'est pas un leurre non plus, est quelque chose qui va créer des tensions de plus en plus dans le monde. Voilà une conviction. Je ne l'avais pas ressentie comme ça tant que je n'avais pas croisé ces responsables-là. Donc je me dis qu'au fond, le sujet qui est devant nous, c'est celui-là. Est-ce qu'on est capable de réussir un changement de modèle de production et de consommation qui épargnera ce qui reste de la planète, sachant que vous connaissez la formule, il n'y a pas de planète de rechange. C'est pas parce que ça fait écolo que je le dis, c'est juste une vérité vraie, et quelles que soient les sensibilités politiques des uns et des autres, on a cette prise de conscience, pour certains peut-être plus tardive, mais mieux tard que jamais, en tout cas elle est forte. Alors au milieu de ça, il y a dans notre pays la loi de transition énergétique. C'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les solutions à tout. C'est juste, comment dire, un coup d'accélérateur pour changer de modèle. Un coup d'accélérateur dont je souhaite qu'il puisse être voté le plus unanimement possible à l'issue du travail au Sénat, parce que avec Jean-Louis Borloo il y a peu, et je lui rappelais que nous avions, lorsqu'il était en charge de ces questions, et j'étais le responsable du groupe socialiste à l'époque, veillé à ce que le texte Grenelle 1 soit voté dans un délai court pour qu'il puisse, dans un sommet européen prévu, apporter dans la corbeille de la réflexion globale un texte français ambitieux et texte voté à l'unanimité ou quasiment. C'est vrai qu'on ne doit pas, autour de ces questions-là, avoir des chicayas politiques inutiles, dans la mesure où les temps sont graves et le sujet mérite qu'effectivement toutes les énergies qui croient à l'avenir de ce pays, aux générations futures, se mobilisent. Donc l'ambition de ce texte, il y a plusieurs objectifs, je ne vais pas forcément les rappeler, diminuer de 50% la consommation, avoir un mix électrique beaucoup plus équilibré avec une production nucléaire ramenée à 50% par rapport à 75% aujourd'hui, une montée en puissance plus rapide des renouvelables, un effort significatif sur l'économie d'énergie, des nouvelles modalités d'organisation de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire essayer au plus près de l'endroit où on consomme, essayer le recyclage pour ne rien gaspiller, et faire en sorte que de ce point de vue-là, on soit aussi dans un modèle vertueux. Donc sur l'énergie elle-même, on est dans une phase qui nécessitera bien sûr des ajustements législatifs encore. L'un des gros problèmes que nous avons, c'est les modèles économiques dans lesquels fonctionnent nos activités industrielles et de consommation. Et c'est vrai que quand on doit changer de modèle économique, ça change la donne pour un certain nombre d'acteurs économiques. Le principal, pour moi, étant EDF, Suez concerné aussi, je pense aux plus gros, parce qu'ils ne sont pas émergents du tout, et que dès l'instant où on change la donne, c'est eux qui sont au plus près d'une mutation pas commode à organiser, on attend tout d'eux, y compris parfois l'impossible. On est dans un système où aujourd'hui, l'organisation des tarifs, l'organisation des prix, fait que on est très dépendant
d'énergie fatale, renouvelables, qui font la loi sur le prix du marché de l'électricité, qui font baisser les prix du marché. Quelque part, on redécrira le mécanisme si vous le souhaitez. Et on a une CSPE qui vient couvrir à la fois cette question de l'émergence des renouvelables, de montée en puissance, la question des tarifs sociaux, mais aussi la péréquation à l'égard de nos collègues de nos territoires d'outre-mer. On a une CSPE qui n'a de cesse d'augmenter, avec, je crois, une situation qui fait qu'on ne peut pas bien aller plus loin, parce que pour les consommateurs, ça deviendra impossible. On a un autre sujet qui est celui des électro-intensifs, de tous les gros consommateurs d'énergie industrielle. On s'en préoccupe aussi beaucoup, parce que nos voisins allemands, espagnols, italiens ont pris des solutions de rabais significatifs à l'égard de ceux de leurs industriels qui consomment beaucoup. On a des écarts de prix qui sont parfois de 20 à 30%. Donc si on veut garder de l'industrie dans ce pays, je pense qu'il faut qu'on prenne des initiatives. Et la loi de transition énergétique est porteuse d'un certain nombre de mouvements dans ce domaine. Et d'ailleurs, le gouvernement présentera au Sénat des amendements complémentaires sur cette question. Alors, certains peuvent dire, mais pourquoi est-ce qu'on irait des industriels et pas des consommateurs? Je crois que le jour où il n'y aura plus d'industriels dans ce pays, la charge, elle sera encore plus difficile à porter que par les consommateurs domestiques. Je ne parle pas de la question de l'emploi, mais on voit bien que on se doit de s'en préoccuper. On a, dans le domaine de la production, quelque chose qui est assez extravagant, et j'en parlais avec l'un des auteurs de cette loi, la loi NOM, pour ceux qui l'ont connue, je travaillais un peu sur ce dossier, qui aurait dit, au moment où la loi NOM a été votée, on a instauré l'AREN, l'accès régulé nucléaire historique, qu'on serait au-dessus des prix du marché avec l'AREN. À l'époque, on aurait dit ça, on aurait dit qu'on était complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, ça veut dire que ce système, il est aussi dans un monde qui bouge. C'est le monde du gaz de schiste, c'est la baisse du prix du charbon, c'est nos portes un mix électrique allemand qui n'a pas toutes les vertus qu'on veut bien lui reconnaître. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on se doit d'être en mouvement. Sauf que c'est pas commun, parce que s'il faut attendre la loi à chaque fois pour bouger et être en mouvement, des fois on attend longtemps. Mais je suis toujours de ceux, je parle devant un ancien ministre, qui considèrent qu'il ne faut pas que la loi précise trop les choses. Il faut laisser au pouvoir réglementaire la capacité de s'ajuster, de s'adapter, d'être réactif, parce que sinon, le retour à la loi, c'est chaque fois on perd 2 ans, quoi. Enfin, quand je dis 2 ans, c'est 1 an et demi parfois, mais... Et donc, de ce point de vue-là, il y a toujours une tendance à vouloir être très précis parce qu'on a peur d'être trahi par les textes réglementaires, ce qui est souvent le cas aussi. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre, et le fait de toujours devoir revenir à la loi pour modifier la donne, c'est prendre un siècle de retard par rapport à la nécessité d'être en mouvement et d'être proactif. Bon, je pense que malheureusement, le texte sur la transition énergétique ne fait pas complètement l'impasse sur cette question. Ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est sûrement en grande partie la faute des parlementaires. J'espère que d'ici la fin, on trouvera raison sur un certain nombre de sujets qui sont encore une fois trop détaillés dans la loi. J'ai le souvenir d'ailleurs de tarifs d'achat sur, je ne sais plus, lui aussi de s'en souvenir, qui était en responsabilité à ce moment, sur le réseau de chaleur, je crois, où il a fallu revenir, trouver un véhicule législatif pour corriger la donne, parce qu'on était complètement à côté de la plaque. On a pris un texte sur je ne sais plus quoi, enfin, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'énergie, mais parce qu'il fallait absolument qu'on trouve une solution. Donc ça, il faut surtout pas, c'est pour ça que je reste humble et prudent à l'égard de votre question, il ne faut pas que la loi apporte toutes les réponses, parce que sinon elle apporte souvent plus de questions que de réponses à la sortie. Hein. Bon, en tout cas, là, il y a un mouvement qui gère un certain nombre de paradoxes. Pourquoi baisser le nucléaire alors que le nucléaire, par rapport au gaz à effet de serre, finalement, il apporte des réponses très vertueuses. À cette question, moi j'ai toujours eu une réponse assez simple, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Quand on est trop dépendant d'un mode de production, on peut avoir les pires ennuis le jour où finalement votre seul client éternue. C'est comme quand vous avez une entreprise que vous n'avez qu'un client, même si vous faites un gros chiffre avec lui, le jour où ça ne colle pas, vous êtes quand même très embêté. Deuxièmement, c'est quand même aussi une situation très singulière au niveau mondial, et pourquoi pas, qui nous a empêchés, je crois, d'être aussi volontaristes qu'il aurait fallu l'être pour faire s'épanouir d'autres modes de production d'énergie, notamment dans les renouvelables, quels que soient les renouvelables, le biomasse, le vent, le soleil. Et en même temps,
cette transition que nous sommes en train de vivre, avec une montée en puissance de l'éolien terrestre qui est à la maturité, d'un photovoltaïque qui se cherche encore, des énergies liées à la mer qui coûtent cher en développement, mais c'est normal, c'est le début, et c'est prometteur parce qu'on est quand même un des pays qui a le plus de territoire maritime. Une biomasse qui parfois gère mal ses équilibres. Hein. On voit bien que quand la forêt est trop sollicitée, ça pose un problème lié à la forêt et à la biodiversité. Donc tout ça est en train de se mettre en place. On a favorisé la montée en puissance, il y a eu des effets d'aubaine, il y en a encore, des effets de spéculation, et nous n'avons pas encore atterri sur le modèle. Ça c'est clair qu'il y aura encore à ajuster. Aujourd'hui on est en train de dire qu'il faut rémunérer les renouvelables dans l'écart qu'il y a entre le prix du marché et les coûts de production. On va sortir un peu de la logique des tarifs d'achat garantis pour l'éternité, quels que soient les mouvements tarifaires qui existent autour, parce que ça c'est pas de jeu quand même. Hein. C'est un peu trop facile, si je puis dire. Pour lancer la machine, il fallait bien, mais quel est le modèle économique dans lequel vous avez un client qui vous dit ouais, t'inquiète pas, je t'achète toujours ce que tu produis, même si j'en ai pas besoin, et à un prix garanti pendant 20 ans. C'est du bonheur, ça. Il n'y a pas d'autre modèle que celui-là. Alors, on n'aurait pas fait ça, je pense qu'on n'aurait pas lancé les choses. Donc il faut bien... il ne s'agit pas de critiquer, parce que c'est trop facile, mais on peut pas. On voit bien qu'on ne va pas s'éterniser dans un modèle comme celui-ci, avec, encore une fois, une CSPE qui s'accroît, et puis le reste des productions qui est mis à mal. Ce modèle, c'est aussi celui qui a amené GDF, Suez et d'autres à mettre sous cocon ou fermer définitivement des centrales thermiques à gaz dont on peut avoir vraiment besoin dans les moments de recherche d'équilibre du réseau, mais le modèle économique n'était pas là pour garantir cette sécurité. Il faut retravailler sur la question. Parce qu'on ne peut pas comme ça mettre sous les ténoirs des outils dont on peut avoir besoin alors qu'ils sont là. Donc on a une situation où on se doit de se mouvoir. Mais on doit se mouvoir dans un contexte européen qui gère mal les choses. Alors on va... je pense sous le contrôle de la maison RTE qui est représentée ici, inaugurer la liaison France-Espagne. Ça fait 50 ans que ça dure, je crois. J'exagère un peu, mais bon. Non, mais c'est quand même dingue, franchement. Quelque chose de vital, et pour l'Espagne et pour la France, le temps qu'il a fallu pour faire aboutir. Voilà. Bon, tant mieux, ça s'inaugure bientôt. On est dans un contexte européen où chacun fait un peu ce qu'il veut dans son pays. Moi, j'étais... Bundestag, puisqu'on a établi des liens réguliers maintenant avec la commission qui s'occupe de l'énergie au Bundestag, et mon homologue, on se voit assez régulièrement. J'ai co-présidé la commission des affaires économiques il y a peut-être 4 mois, je crois. Il va, lui, venir en commission des affaires économiques avec une délégation très prochainement. On a échangé sur les questions de l'énergie. Bon, et on a eu cet échange à un moment qui était un peu croquignolesque, encore que l'humour... de l'autre côté du Rhin n'est pas forcément le même que le nôtre, à la question quand est-ce que vous commencez à fermer des réacteurs nucléaires? Je crois que c'était un vert allemand qui me posait la question. J'ai dit, mais dès que vous fermez des centrales à charbon, on s'y mettra. Ça n'a pas fait l'effet, vous, ça vous fait sourire. Je n'ai pas fait sourire tout le monde. Non. Mais bon, en même temps, ça recalait un petit peu les choses, quoi. Bon, histoire de se dire, chacun a des pierres éventuellement dans son jardin. Bon, c'est vrai que sur le plan des centrales nucléaires... en bordure de frontières, on a des progrès à faire sur le plan de l'association de l'ensemble des acteurs locaux sur les informations concernant le fonctionnement ou les quelques dysfonctionnements qui peuvent ici ou là toujours arriver. Donc ça n'excuse pas tout, ça peut être une explication. En tout cas, on voit bien qu'il y a une grande pudeur, le ministre allemand qui était là disant mais de toute façon chacun s'occupe de son sujet énergie dans son pays, ça n'est pas à nous d'aller faire la police chez vous, ni vous faire la police chez nous. Bon, et en même temps, il va bien falloir qu'à un moment, on fasse une police commune. Enfin, quand je dis police, c'est une régulation commune, beaucoup plus commune qu'elle ne l'est, puisque le rapport importation-exportation est aussi un sujet dans notre débat. Et d'ailleurs, quand on parle du mix électrique de production en France, il y a la partie pour la France, et puis il y a la partie aussi qui peut être exportée. Et peut-être ne doit-on pas aussi s'en priver de faire un peu d'export dans ce domaine. Voilà, je suis un peu en vrac là par rapport aux expressions que j'ai. Je pense que le mieux c'est d'essayer de répondre à des questions, parce que sinon j'ai un déroulé là, je peux vous expliquer tout ce qu'il y a dans la loi, mais je veux dire, vous serez partis, ce sera l'heure de déjeuner, et je pense qu'on n'aura pas échangé.